Mesdames et messieurs, en cette matinée du 1er avril 2026, comme je vous l'annonçais à la fin de la revue de la presse, ce beau matin, on va recevoir pour vous notre invité du matin. L'invité de ce matin répond au nom de Gilbert Déoumalé, un nom qu'il ne faut plus présenter aujourd'hui dans l'arène politique comme culturelle en République du Bénin. Ministre conseiller à la justice et aux affaires, aux relations extérieures, il est déjà présent sur ce plateau. Avec nous, monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci de vous rendre disponible pour nous tous ce matin. C'est moi qui vous remercie. Alors, monsieur le ministre, nous sommes là ce matin, nous allons parler un peu de ce qui fait l'actualité. L'élection présidentielle du 12 avril 2026 pointe déjà à l'horizon. La campagne électorale a démarré depuis le 27 dernier. En un premier temps, nous allons vous poser la question de savoir quelle appréciation faites-vous de la manière dont le duo candidat de la majorité présidentielle est accueilli aujourd'hui depuis le septentrion. Merci bien. Je crois que les Béninois le remarquent comme nous tous. Aujourd'hui, le duo qui avait été d'abord un duo des partis politiques de la mouvance, mais aujourd'hui, Wadayi est devenu le candidat national. Et certains compartiments politiques et sociaux de notre pays qui hésitaient ont rejoint. Et vous voyez tout ce qui se forme autour des grands partis politiques comme mouvement et qui accompagnent ce duo. Je crois que par la grâce de Dieu, tout se passera bien et au soir donc du 12, la victoire sera écrasante. Oui, la victoire sera écrasante. Il faut rappeler que ce 31 mars, vous l'avez reçu sur votre territoire de compétence. Décrivez-nous un peu l'ambiance qui a prévalu. C'est une ambiance très chaude. Lui-même, à son arrivée, était ému parce que la mobilisation était très forte. Il faut faire remarquer que c'est dans la 10e circonscription électorale que nous étions, qui couvre OSS, Savet et Glazoué. Nous avons choisi Savet parce qu'étant au milieu donc, des deux communes, des trois communes, quand on prend les trois communes, Savet est au milieu. Oui. Et puis sur la trajectoire qui conduit donc le candidat depuis le Borgou jusque dans les collines, obligatoirement on passe par Savet. Voilà pourquoi nous avons voulu que Savet soit le lieu de ralliement. Mais là, il y avait la mobilisation. Et il ne s'agissait pas de la foule. Il faut préciser. Ce qui s'est passé à Savet, ce n'est pas la foule. Mais c'est les militants, c'est les sympathisants. Ce qui signifie que c'est ceux qui sont prêts à aller exprimer leur suffrage en faveur donc, de ce duo-là. D'ailleurs, je ne vous apprends rien. Vous savez que dans la 10e circonscription électorale, où entre-temps, il y avait un partage entre la mouvance et l'opposition. Cette fois-ci, à la faveur des élections passées, la mouvance a dicté sa loi. Et dans ce dictat-là, il faut spécifier que c'est le bloc républicain qui s'est imposé donc, dans la circonscription. Sur les trois communes, le bloc républicain a maîtrisé les trois mairies. Donc nous avons imposé notre veto. Et aujourd'hui, donc c'est clair que toute la 10e circonscription électorale de notre pays est favorable pour le duo Wadayi-Talata. Nous allons revenir dans le vif de la thématique que nous allons développer en quelques minutes ici ce matin. Cela a démarré, vous en avez déjà parlé, que tout va se passer très bien. Nous ne doutons point de votre capacité de mobilisation. Vous connaissons depuis la direction générale du FAC que vous avez pendant plusieurs années piloté. On va en parler, mais pour l'heure, le choix a porté sur le duo candidat Wadayi-Talata aujourd'hui. On aimerait demander pourquoi c'est à Wadayi que en lui vous mettez la confiance. Vous savez, dans ce genre d'exercice, il faut observer certaines disciplines. Quand on est dans un groupe, il faut respecter la discipline du groupe. Et lorsque vous voulez aller loin, il faut se mirer et avoir le courage donc de prendre des décisions. Tout Béninois peut vouloir être président de la République. Mais tout Béninois n'est pas capable de l'être. Alors, nous avons au niveau de la mouvance
fait notre casting et on s'est rendu compte que c'était le cheval gagnant. Parce que, ayant fait 10 ans aux côtés donc, du président Patrice Talon, lui-même étant un expert dans les choix, il sait à quel moment identifier qui pour faire quoi. Et lui-même le dit, il sait faire du casting. Donc, quand on met toutes ces compétences-là en place, le choix de Wadayi et Talata était le cheval gagnant. Et vous remarquez aujourd'hui que la mouvance ne s'est pas trompée. Parce qu'en dehors des regroupements sociaux, des partis politiques, des mouvements qui soutiennent donc, sa candidature, oui, il y a d'autres qui nous ont rejoints. On ne s'y attendait pas. D'ailleurs, bon, ben, comme je vous l'ai dit, il faut savoir faire une lecture des choses. Le chef de l'État lui-même avait dit, il se pourrait que mouvance et opposition, nous ayons un même candidat. Bien sûr. C'est pour cela que gouverner, c'est prévoir. Et aucun opposant n'a pu taxer la gouvernance de Patrice Talon de gouvernement ventilateur. Parce qu'il prévoit tout. Tout est méticuleusement prévu. Voilà. On ne navigue pas à vue. Et j'estime que c'est un très bon choix. Et lorsque vous prenez même ce duo-là, oui, ce n'est pas un duo parachuté. Ce n'est pas un duo qu'on est allé chercher, qu'on nous a parachuté. Wadayi et Talata étaient dans le système avec nous. Donc, depuis 10 ans, nous étions ensemble. On a tout bâti ensemble, dans la loyauté, la fidélité et la conscience même de la chose politique, du développement. Donc, Wadayi connaît tous les dossiers de la nation. Il connaît tous les dossiers. Et lui-même est un bosseur. Il dort pratiquement dans l'avion. Il n'a pas de repos. Ça voudra dire que le choix qui est porté sur lui est un choix salvateur pour le pays. Nous sommes dans la rupture, mais c'est une continuité dans la rupture. Voilà. C'est une continuité dans la rupture. Et ce qu'on a commencé avec le président Patrice Talon, oui, qui a révélé le Bénin, il n'est pas question donc de mettre fin à cet élan-là. Et il est aujourd'hui donc prouvé que Wadayi peut facilement continuer ce qu'on a entamé pour que, au grand bonheur du peuple béninois. Alors, merci à vous, Monsieur le ministre conseiller à la Justice et aux Relations extérieures, Gilbert Deomalé, sur ce plateau. Ici, ce matin, avec nous, nous vous avons connu, ma première rencontre, sinon mon premier contact avec vous, c'était donc à Natitengu, ça doit être en 2017, où le centenaire d'un roi se préparait, Jean, pour parler justement de votre carrure à Maradié, bien évidemment, la chose culturelle au Bénin. Vous avez assisté à la présentation du projet de société du duo candidat Wadayi Talata que Romuald Wadayi a défendu avec brio au Palais des Congrès le 21 mars dernier. Plusieurs aspects ont été soulignés, mais on aimerait revenir un peu sur le volet culturel, puisque le Fonds des aides de la culture, vous l'avez conduit pendant longtemps au grand bonheur des acteurs culturels, toutes catégories confondues au Bénin. Oui, il a réellement abordé ce secteur-là. Ce qui saute aux yeux, c'est qu'il a parlé donc de ce que désormais les artistes pourraient avoir des salaires. Des salaires. Au fait, comme je l'ai dit, c'est quand on n'est pas dans le système qu'on ne sait pas ce que la gouvernance de Patrice Talon vise. Que ce soit avec Patrice Talon ou avec le futur président Romuald Wadayi, par la grâce de Dieu, il est question désormais de créer un autre type d'acteur culturel qui se présente comme un vrai acteur de développement. C'est-à-dire les temps où l'artiste est vu comme un être inférieur est révolu. Désormais, l'artiste sera un acteur de développement qui crée de la richesse, donc qui participe au PIB. Et lorsque vous prenez les activités, les actions, tout ce que font les artistes dans le pays, vous comprendrez que on ne peut pas se passer donc de ce secteur-là, qui est un secteur pouvoir d'emploi. D'abord, on ne devient pas artiste parce qu'on en a le désir ou la volonté. Mais il faut avoir des aptitudes, des compétences. C'est de l'art. Et lorsque vous avez toutes ces compétences, il faut donc les aiguiser, les former, les renforcer pour être compétitif
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce que nous oublions, lorsqu'on parle de tourisme, aujourd'hui, la matière première indispensable au tourisme, c'est la culture. C'est la culture qui nourrit le tourisme. Alors, et si on fait l'option donc de développer le tourisme, on ne peut le faire sans penser un tant soit peu au développement donc du secteur culturel. Voilà. Alors, si le secteur culturel est bien soutenu, bien développé, je crois que le tourisme prend son envol. Voilà. Donc, aujourd'hui, il faut dire que aller créer un autre type d'acteur culturel qui se prenne comme un acteur de développement, c'est transformer ce secteur-là en un secteur productif. Désormais, on ne serait plus là à dire que le secteur de la culture est un secteur budgétivore. Non, mais il participe à la création de la richesse. Voilà. Il participe à la création d'emplois au PIB du pays. D'ailleurs, c'est une richesse inépuisable. Si nous avons du pétrole, il peut finir. On a des ressources minières, elles peuvent finir. Ça peut finir. Mais la culture ne finit jamais, ne tarit jamais. C'est vrai. Voilà pourquoi, lorsque par exemple, ceux qui aujourd'hui portent le secteur, parce que quand on parle de culture aujourd'hui, il faut parler de la danse, de la musique, du cinéma, du théâtre, de la mode. Et là aussi, il faut souligner pour dire que quand on ne sait pas observer, on fait une confusion entre la culture et l'artisanat. La culture et l'artisanat. Mais au niveau même de ce volet-là, il y a l'artisanat d'art. Vous voyez, quand vous allez à Abomey, il y a des artisans qui tissent les pailles, mais c'est de l'artisanat d'art. Voilà. Ça, c'est de l'artisanat d'art. Donc, la différence, quand on n'est pas très éveillé, on a tout fait on fait cette confusion. Voilà. Donc, vous voyez que le champ d'intervention donc, de la culture est un peu large. Et je dis que c'est une richesse inépuisable. Alors, on ne s'autoproclame pas artiste, mais on l'est. Et on cultive ça. Donc, quand vous avez le don, il faut cultiver ce don-là et vous rendre compétitif. Parce que la concurrence est dure. Et lorsque vous n'avez pas cette ouverture pour cultiver ce que vous faites, il y a problème. Donc désormais, un accent sera mis sur l'industrie culturelle. Et c'est ça la base même. Parce qu'un artiste même, quand vous prenez par exemple un musicien, seul, c'est un entrepreneur. Seul. C'est un entrepreneur. Parce que il a besoin de managers. Il a besoin de danseurs. Il a besoin de musiciens. Et tout cela doivent survivre. Voilà. Vous voyez que c'est déjà une entreprise. C'est déjà une entreprise, vraiment. Et lorsqu'il veut sortir une œuvre, il s'adresse à une maison de production qui, elle-même, est une entreprise. Voilà. Vous voyez, et lorsque vous êtes dans un studio, vous êtes dans un studio pour sortir une œuvre, mais au studio, là, on paye l'électricité. Bien sûr. Non, il y a des fonctionnaires qui y travaillent. Mais vous payez l'impôt. Alors, qu'on continue de dire aujourd'hui que bon, le secteur de la culture n'apporte rien, je crois que c'est l'occasion, et ça, le président Wada, il l'a dit, c'est l'occasion maintenant de mettre à nu ce que la culture apporte réellement dans un pays. J'estime que la période qui s'ouvre, ou qui va s'ouvrir juste après le 12 avril, est une période que les acteurs culturels du Bénin doivent acclamer, applaudir, parce que, qu'ils vous souviennent que récemment, il y a des actes qui ont été pris au niveau du gouvernement pour que désormais la maison de l'artiste, que le statut de l'artiste, tout ça soit reconnu par l'État. Je crois que c'est à l'actif du président Patrice Talon et il faut vraiment lui tirer chapeau. Il faut le tirer chapeau, vous l'avez dit ici, puisque vous avez été aussi l'un de ces artisans aux côtés du chef de l'État parlant de la chose culturelle au Bénin. Et dans cette dynamique, Gilbert Dewo Malek, comment pensez-vous accompagner cette dynamique? Vous l'avez dit tout à l'heure, si Dieu vraiment dit Amen pour l'élection du président Romia Douadagna, du candidat Romia Douadagna, j'allais dire. Mais, comme je l'ai dit,
lorsque vous êtes resté aux côtés de quelqu'un qui vous a pratiquement moulé, où il y a des ressemblances. Et je vous l'ai dit, le chef de l'État, le président Patrice Talon, sait comment aller identifier les compétences pour l'accompagner dans l'atteinte de ces objectifs. Je crois que celui-là, qui est Wadaï aujourd'hui, qui lui-même avait été identifié, saura donc comment faire pour identifier les compétences requises pour la continuité. Bon, vous savez, quand on sait faire quelque chose, on ne fait pas du bruit autour. Nous sommes tous restés ensemble pour identifier ce duo-là, parce que nous savons que c'est ce duo qui peut nous amener à continuer ce qui est fait. Voilà. Et quand on parle de continuer ce qui est fait, les gens pensent que c'est copier-coller. Non. On va continuer ce qui est fait. Oui. Lui-même l'a dit au Palais des Congrès. S'il y a des trucs, des choses à corriger, on corrige. Mais le fond, l'essentiel reste. Voilà. C'est-à-dire la rigueur. Mais lui-même étant un homme très, très, très rigoureux, il est resté aux côtés de Patrice Talon, qui lui aussi est très, très rigoureux. Donc, comme je l'ai dit, qui sait aller identifier les compétences de ceux-là qui sont rigoureux comme eux. Alors, je crois que il n'aura même pas de soucis, de problèmes, de difficultés à mettre en place une équipe de Béninois compétents. Ce qui est heureux, c'est que notre candidat est un candidat béninois. Comme je l'ai dit, il n'a pas été parachuté. Né au Bénin, a fréquenté au Bénin, il est resté aux côtés de Patrice pendant 10 ans. Il connaît le Béninois, il connaît le Bénin, et il connaît son travail, donc il peut faire le job. Il peut faire le job, mais seul lui, il a dit, hein, sinon le projet de société s'est intitulé plus loin. Ensemble. Oui, ensemble plus loin, parce que, comme je l'ai dit, quand je parle de parachuter un candidat, c'est aller chercher quelqu'un qui ne sait même pas de quoi il parle. Ce n'est pas le cas. On ne navigue pas à vue. Donc, Wadaï, c'est un candidat, disons, qui a toutes les chances de venir au pouvoir. Et d'abord, il a participé à ce qu'on voit aujourd'hui, activement. Et comme je l'ai dit, il connaît tous les domaines, tous les secteurs. Alors, quelqu'un comme ça, quand il arrive, ce n'est pas maintenant qu'il va se chercher. Il sait exactement qu'est-ce qu'il faut continuer, qu'est-ce qu'il faut modifier, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, nous n'aurons même pas de temps à perdre. Ce qui est heureux, puisque c'est 7 ans maintenant, et ce qui nous avait motivé à quitter 5 pour 7, était que, bon, lorsque vous arrivez, il faut 1 ou 2 ans pour se chercher, nous avons gagné du temps. Parce que lui ne va plus se chercher, il sait de quoi il est question. Ça veut dire que ça fait 2 ans de gagner pour le Bénin. Je crois qu'aujourd'hui, comme lui-même l'a dit, le plus difficile a été fait. Et il est financier, donc c'est lui qui a bâti tout ce qui est finance dans notre pays. Et aujourd'hui, si on a cette croissance-là, on stabilise donc cette croissance et il est question donc de savoir redistribuer maintenant la richesse. Et vous voyez, il a déjà commencé par dire qu'il aura des pôles de développement au niveau donc, du pays. Et il en a identifié 6. À l'image donc de l'ancien découpage territorial. Donc le développement sera accentué sur les richesses locales. Parce que dans un département où la culture est développée, on ne peut pas se passer donc du développement de la culture et aller parler du développement de l'agriculture. Ça va être des éléphants blancs. Et vous savez que depuis que Patrice Talon est arrivé, nous n'avons jamais connu d'éléphants blancs. Pas du tout. Donc on ne navigue pas à vue. Voilà pourquoi même les opposants les plus farouches, que ce soit ceux qui sont restés ou ceux qui ont pris la tangente parce qu'ayant des démêlés avec la justice, ils n'ont jamais eu le courage de dire que nous naviguons à vue. Tout est planifié et méticuleusement. C'est ça là, cette rigueur-là va continuer. Ça va se poursuivre. Il le faut véritablement, Gilbert Déomalé sur ce plateau. Le CRI, désormais, depuis quelque temps, bien avant même le lancement des campagnes électorales, c'est bien évidemment un fort taux de participation des électeurs. Sur ce côté aussi, Gilbert Déomalé, qu'est-ce que vous en dites? Donc, vous savez, quand on fait un recul, avant même qu'on ne parle de campagne, les ministres conseillers, nous étions 12, on avait déjà commencé donc par aller au contact des populations pour leur parler de comment il faut relever ce taux de participation. Et là, il n'est même pas question de dire allez voter pour Pierre ou Paul, mais allez
exprimer votre suffrage, allez accomplir votre devoir civique. Parce que aller voter, aller exprimer son suffrage, c'est un devoir civique, c'est patriotique. Alors, aujourd'hui, quand on voit les indices, il n'y a rien à faire. Le taux de participation sera nettement meilleur à ce que nous avons connu récemment. Parce que la sensibilisation, vous savez, il y a une frange de la population que nous appelons les primo-votants qui n'étaient pas impliqués, ne sachant pas que dès que vous aviez 18 ans, le système génère automatiquement votre nom sur la liste et vous avez l'occasion de pouvoir aller voter. Voilà. Les gens ne savaient pas. Donc, et les gens ne savaient aussi non plus pas que avec n'importe quelle pièce qui puisse vous identifier, vous pouvez aller voter. Donc, nous avons passé notre temps en tant que ministre conseiller à sensibiliser les populations, surtout les primo-votants, à cela. Alors, vous savez, au début, je disais sur une des chaînes pour dire, il y a des partis politiques qui se disent de l'opposition et quand ils ne vont pas aux élections, il y a perturbation. Mais dès qu'ils participent aux élections, il n'y a plus de perturbation. Mais aujourd'hui, tout le monde s'engage à aller aux élections. Donc, il n'y aura pas de perturbation, donc il n'y aura pas de peur. Donc, il n'y a pas l'insécurité. Donc, les populations seront à l'aise à aller exprimer leur suffrage. Donc, le taux de participation sera nettement élevé. Et quand ça se passe comme ça, ça donne une très très bonne image de notre démocratie, même à l'intérieur comme à l'extérieur. Et comme ça, ceux qui nous entourent et qui pensent qu'il faut faire autre chose que la démocratie verront qu'au Bénin, les Béninois ont fait l'option de la démocratie et non de la prise du pouvoir par autre chose, les armes et autres. Voilà, merci à vous pour ces éclaircissements. Vous avez abordé le côté des ministres conseillers sur le terrain depuis leur nomination. C'était justement prévu dans notre liste de questionnaires ici. On voulait demander, est-ce que depuis votre nomination, pas seulement Gilbert Dehaut-Mallet, mais l'ensemble des ministres conseillers, cette innovation du chef de l'État, le président Patrice Talon, est-ce que vous avez constaté qu'il y a eu justement un apport, un plus justement à l'action gouvernementale? Mais vous savez, je prends deux cas. Allez-y. La centrale de Maria Greta, et cet éléphant blanc que le régime de fin avait érigé, mais il a fallu que les ministres conseillers aillent sur ce site et qu'on communique autour pour qu'on se rende compte que des milliards avaient été engloutis pour aller acheter des réacteurs d'avions de 1945 et qui n'ont, mais une fois installés, Maria Greta 0, parce que on ne dit pas 1, ça c'est Maria Greta 0, n'a pas pu donner 5 kWh au cours des 10 ans. Au cours des 10 années. Mais lorsque nous sommes venus, et que le chef de l'État a identifié les compétences qu'il faut, et là j'attire l'attention que c'est des compétences nationales. Ce n'est pas des Espagnols, c'est des Béninois qui n'étaient pas d'accord avec ce qui se faisait et avaient été mis au garage, qui sont revenus, parce que Patrice Talon leur a fait appel, et aujourd'hui nous produisons 50% de notre consommation en énergie. Mais voilà qui nous amène directement vers une certaine autonomisation et vers le développement. Alors, c'est une action de souveraineté, ça. Parce que sans électricité, il n'y a rien. Il n'y a rien. Bien. Alors, donc, aujourd'hui, vous voyez que... et quand je prends, par exemple, le volet eau potable, mais je vais dans le département des collines. Tous les chefs d'État qui se sont succédés à la tête de notre pays ont tous dit que, à cause des granites, on ne saurait avoir de l'eau potable dans les collines. Le chef de l'État est venu dire que c'est une très mauvaise appréciation. Aujourd'hui, dans le département des collines, il y a 5 qui ont déjà de l'eau potable. Et pour Ouessé, la commune de Ouessé, c'est en cours. Parce que là-bas, il n'y a pas assez de granit et on peut faire de forage. Donc ça, c'est en cours. Ça voudra dire que dans le département des collines, on peut avoir de l'eau potable. Et lorsqu'on dit que Patrice Talon a fait ce que les autres présidents n'ont pas fait et qu'on s'insurge, voilà un cas. Voilà un cas. Et quand si vous avez plus de 25 ans, c'est que vous devez connaître que quand on quittait Cotonou pour Parakou, arriver à Glazoué, c'est les bidons jaunes. Mais c'est passé à l'histoire, dans l'histoire maintenant aujourd'hui. On a oublié ça. Notre histoire de Gauthier Gotha est en train d'être oubliée. Bien sûr que oui. Donc, vous voyez, quand on fait, on pose des actions comme ça, je crois que, alors, aujourd'hui, si on va aux élections pour aller
identifie un chef d'État, choisit un chef d'État, Oui. les populations ne peuvent que tabler sur ce qu'elles voient qui apporte un plus dans leur vie. Et le candidat a été clair. Quand vous prenez ce qu'il a résumé, au Palais des Congrès, oui. il a abordé plusieurs secteurs. Je Bien, prends le bien secteur, sûr. par exemple, de l'agriculture. Au Bénin, aujourd'hui, on sait que c'est une population à fort taux donc d'agriculteurs. Mais s'il y a une réforme au niveau de ce secteur-là qui amène les producteurs à mieux vivre, on aurait abattu près de 90% de prouesses. Et voilà aujourd'hui des paysans qui sont sûrs d'épargner pour pouvoir donc assurer les vieux jours. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur le plan social, quelque chose de formidable est en train d'être fait. Et ils vont cotiser sans sentir. Et on ne les oblige pas à ça parce qu'on les amène d'abord à augmenter considérablement la productivité. Et c'est sur cette production-là qu'on fait une petite ponction. Vous avez l'habitude, par exemple, de produire 10 kilos de maïs. Oui. On vous amène à en produire 30 sur un même espace que vous avez l'habitude d'utiliser. Et sur cette production-là, on vous fait peut-être une ponction de 5 kilos sur les 30, et comme épargne. Vous ne sentez même pas. Pas du tout. Vous ne sentez même pas. Pas du tout. Et pendant les vieux jours, vous êtes certain donc de survivre. C'est comme si vous étiez fonctionnaire et quand vous allez à la retraite, vous avez la pension. Vous voyez, dans la vie, il faut savoir ce que l'on veut et comment y atteindre. Voilà. Et ça là, c'est Wadaï. Tout cela, c'est Wadaï. Il n'y a que le côté agriculture. Le volet social aussi a été abordé par le ministre d'État, actuel candidat aux élections. Bien sûr. Et on avait, parce que vous voyez, les ministres conseillers que nous sommes, oui. On devrait donc mettre à nu tout ce qui se fait de manière malhonnête par l'opposition pour peindre à noir ce que faisait le gouvernement. Parce que le président Patrice Talon avait voulu gouverner sans faire du bruit. Mais on s'est rendu compte que, je ne sais pas si il faut l'appeler comme ça, mais on s'est rendu compte que il y avait un peu de malhonnêteté dans ce qui se faisait. Alors, les ministres conseillers sont venus donc pour restaurer le vrai visage de ce qui se fait, aller au contact des populations, leur expliquer pourquoi telle ou telle réforme, quelle est la plus-value, qu'est-ce que ça apporte comme un plus dans leur vie quotidienne, et s'ils ont des choses à redire là-dessus, et les gens le disent, et on remonte au gouvernement pour d'éventuelles corrections. Et ça a changé la donne. Voilà. Je prends le cas, pour revenir à votre question principale, je prends le cas donc du code électoral. Mais avant notre nomination, donc avant décembre, une fois le code adopté et promulgué, l'opposition était dans la rue pratiquement pour dire c'est code chrysosienne, c'est ceci, c'est cela, ça va entraîner la guerre. Bien sûr. C'est ce code-là qui nous a amenés aux élections passées. Est-ce qu'il y a eu de guerre? Pas du tout. Ça voudra dire simplement que s'il devrait avoir guerre, c'est les hommes qui allaient le faire parce qu'ils sont malhonnêtes. Les papiers ne font aucune guerre. Et nous sommes montés au créneau pour les confondre sur les articles qu'eux-mêmes sont en train de vilipender. Et quand vous voyez un peu, depuis que les ministres conseillers sont entrés en fonction, et l'acharnement de l'opposition a chuté. Oui, ça a baissé drastiquement. Et quand on pense au code-là où, bon, ça parle de loi, donc ça concerne le ministre conseiller à la justice. Bien évidemment, que vous êtes, naturellement. Nous n'avons jamais réussi à faire un face-à-face avec un opposant sur les articles eux-mêmes vilipendaient, parce que ça n'a pas de sens. Et quand vous voyez un peu sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas pu nous attaquer sur ce point-là. Et lorsqu'on fait les sorties, c'est silence plat. Parce que ce que nous disons colle à la réalité et ils étaient conscients que c'était de l'intoxication. Donc aujourd'hui, demander ce que l'arrivée des ministres conseillers a pu apporter. C'est parce que les ministres conseillers sont venus, ont commencé par dire clairement ce qui se fait, que les populations ont compris
qu'en réalité, ce qu'on laissait là, c'était du vent. Et que Patrice Talon n'avait en tête que le bien-être. Vous voyez, quand des opposants vont à l'extérieur, et depuis là-bas, je parle de Camille Seba, de Rodriguez et autres, depuis l'extérieur, et se mettent à peindre en noir tout ce qui se fait, y compris même ce qui se fait à Glodjigbe, que des Béninois disent par exemple qu'au Bénin, nous avons la famine de vos à moi. Vous savez ce qu'on appelle famine. On n'a jamais eu de famine au Bénin. Et depuis que Patrice Talon est venu, la production a doublé. Et quand vous voyez, aujourd'hui, nous sommes les premiers dans la sous-région par rapport à la production du coton. Et comment on peut nous parler de famine? Alors, quel intérêt ils ont ceux-là à chercher à discréditer le pays? Ils pensaient que c'était au temps du PRPB où ils ont réussi à asphyxier économiquement le pays et ils nous ont contraints à la conférence nationale. C'est ce qu'ils pensaient. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous commettez des impairs, vous fuyez le pays, vous venez répondre. Il n'est pas question de rester à l'extérieur pour asphyxier économiquement le pays. D'ailleurs, quand ce n'est pas avec un monsieur comme Wadaï aux finances que vous arriverez à asphyxier le pays parce que voilà quelqu'un qui n'est... Sa compétence ne se limite pas seulement au Bénin. Dans la sous-région, il est l'un des premiers ministres de l'économie. Mais ce n'est pas donné à n'importe qui. Voilà. Et vous voyez son âge, et vous voyez ce que Dieu fait de lui. Aux âmes bien nées. La valeur n'attend point le nombre des années, dit-on souvent. Mesdames et messieurs, c'est l'invité de ce matin, Gilbert Déoumale, ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures, directeur général honoré du Fonds des aides de la culture. Il faut le préciser puisque en son temps, il a marqué d'une pierre blanche justement cette structure qu'il a pilotée pendant plusieurs années. Nous sommes là aujourd'hui presque à la fin puisque, monsieur le ministre, si tout va bien, on aura encore, je ne sais pas si on aura ce plaisir de vous recevoir encore un week-end pour aborder un peu plus profondément des questions liées au candidat Romian Douadaï. Ça va être mon souhait moi-même parce que il faut que les Béninois sachent ce pourquoi ils sont en train d'aller mettre le bulletin dans l'urne pour Wadaï. Et à la fin, on saura faire le point. C'est quand vous ne savez pas ce que vous voulez faire, vous n'avez pas des résultats attendus. Parce que quand on fait une planification, c'est avec des options et des indicateurs de performance bien définis. Si bien que quand ils sauront ce pourquoi ils s'engagent avec nous, pour Wadaï et Talata, à la fin, on peut faire le point. Donc, ça va être un plaisir pour moi de revenir ici, décortiquer avec vous, secteur par secteur, parce que quand on parle du secteur le développement, il y a le secteur primaire, le secteur secondaire, le secteur tertiaire. Et quand on prend tout ça, qu'est-ce que ça apporte sur le volet social? Parce que quand on parle de volet social, ça touche directement à la vie de l'être humain du Béninois. Nous allons en parler pour que désormais, même les quelques-uns, je dis bien les quelques-uns qui hésitent, puissent se rallier parce que, en dehors du chaos que nous voulons faire, c'est que l'écart sera tellement grand que notre adversaire va regretter d'avoir été candidat. Gilbert Déoumale sur plateau, quel serait votre mot de conclusion si vous étiez donné donc de siffler la fin de cette émission? Non, je voudrais simplement remercier les populations pour avoir démontré que la grande majorité des Béninois approuvent la gouvernance de Patrice Talon, et ça c'est aux élections passées, et je les invite donc à aller de l'avant, à aller plus loin avec Wadaï, et pour que le Bénin se porte bien. Merci infiniment à vous d'avoir pris part ici. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce rendez-vous matinal. C'est bien sûr l'invité de ce matin, ce 1er avril 2026, Gilbert Déoumale, ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures. Nous vous promettons, mesdames et messieurs, de revenir encore sur ce plateau avec le ministre afin d'approfondir un peu les notions, ce qu'il faut retenir du candidat, ses capacités justement à continuer à poursuivre la dynamique enclenchée depuis 2016 pour le bon développement du Bénin. On vous rappelle, mesdames et messieurs, que nos productions restent disponibles sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Notre site internet reste www.vfctv.bj et www.radiovfc.bj. Nous émettons en direct sur le site internet, que je viens de vous rappeler, direct également sur la Smart TV, chaque fois, toutes les fois, partout où vous êtes sur la planète. Le compte YouTube, la page Facebook égale le même nom, La Voix des Fidèles Croyants. Le compte TikTok et la chaîne WhatsApp, c'est VFC TV. Vous écrivez afin de nous suivre partout où vous êtes sur la planète. Merci infiniment de nous avoir suivi. Le programme reste en continu. Portez-vous bien. À très bientôt.